Après une réception houleuse par le public de la Suicide Squad de David Ayer en 2016, l'idée d'une suite, pourtant déjà dans les cartons depuis plusieurs mois avant la sortie de ce dernier, s'avère compromise. Nombre de réalisateurs potentiels défilent à la barre afin de succéder à Ayer, lui-même écarté du projet pour être replacé sur un éventuel Gotham City Sirens qui ne verra d'ailleurs jamais le jour. Plusieurs noms sont évoqués alors, comme Mel Gibson ou encore David S. Goyer, mais finalement, rien ne se concrétisera pour eux. Il faudra attendre l'été 2018 pour que James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie pour le Marvel Cinematic Universe, soit remercié par Marvel Studios justement et se voit de ce fait sollicité par la Warner Bros. Qui lui proposera bien des titres avec parmi eux une suite éventuelle pour le Man of Steel de Zack Snyder. Mais c'est finalement sur celle abandonnée de Suicide Squad que le quinquagénaire jettera son dévolu, avouant avoir toujours eu un faible pour cette équipe, et ce depuis son enfance. Une partie des membres de la première formation fait son retour, comme Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman et d'autres, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, Will Smith ayant un emploi du temps déjà bien rempli, et la production souhaitant mettre à l'honneur de nouveaux visages, coupant au passage avec le premier film. James Gunn piochera dans les vieilles histoires pour ramener sur grand écran des personnages oubliés de l'âge d'argent comme le Polka Dot Man ou bien de l'âge de bronze avec Bloodsport et ira même jusqu'à en créer de toutes pièces comme ce fameux TDK. Il fera appel à son frère Sean pour donner vie à l'étonnant Twizzle et le tournage débutera en septembre 2019 avec comme particularité l'exploitation des plus grands décors artificiels jamais créés par la Warner. Le tournage s'étalera sur une période de 5 mois entre la Géorgie, le Panama et le Portugal et The Suicide Squad finira par arriver dès l'été 2021 sur les écrans du monde entier, les grands écrans mais également les petits, pandémie de Covid oblige. Le résultat au box-office ne pourra témoigner du succès ou de l'échec du film, parasité par le contexte sanitaire, mais globalement les premiers avis s'avéreront plutôt favorables. Ah, je suis allé au sous-sol, j'ai remonté les archives. Les archives de la Suicide Squad. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film. Putain, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de magnétoscope sur cette chaîne pour la simple et bonne raison que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film d'ici. The Suicide Squad par James Gunn, sorti début d'année 2021. Je fais cette vidéo le 19 décembre pour être précis. Pourquoi ai-je attendu autant de temps avant de voir et de vous dire ce que je pense de ce film? Eh bien, une simple et bonne raison, je ne suis pas vacciné. Donc il était absolument hors de question que je me fasse vacciner pour aller voir un film Suicide Squad qui plus est. Voilà, donc je l'ai acheté. The Suicide Squad. À l'époque de sa sortie, j'étais pas du tout emballé par le fait d'aller voir un film Suicide Squad parce que c'est pas une équipe qui m'intéresse et je pense qu'il y a d'autres priorités dans l'univers d'ici pour le cinéma. Mais depuis, je suis tombé sur ça, les petits gars. L'excellent run de John Ostrander. Ça date des années 87, 88, 89, 90, je crois, de mémoire. Voilà, c'était à la même époque où l'excellent John Byrne travaillait sur Man of Steel, c'était à l'époque où George Perez travaillait sur Wonder Woman, Frank Miller sur Batman, enfin voilà, c'était le reboot post-Crisis on Infinite Earths, le probablement meilleur reboot dans l'histoire des comics d'ici. Et donc à cette époque, John Ostrander nous a gratifié d'un run exceptionnel sur la Suicide Squad. Donc j'ai lu ça, c'est disponible en 4 tomes, d'ailleurs le 4e est sorti le 6 décembre, et je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais résoudre ça très prochainement. Parce que c'est excellent. Vraiment, j'ai dévoré ça. J'ai avalé la lecture de ces 3 bouquins. Là, il y a quoi? Il y a 1500 pages là. J'ai avalé ça à une vitesse folle, avec énormément d'engouement, parce que c'était tout simplement génial. Du début à la fin. Donc j'ai hâte de lire le tome 4 qui marquera la fin de la série chez Urban Comics dans la VF. Pour la VF. La Suicide Squad est dépêchée au Corto Maltese, qui est un petit pays d'Amérique du Sud soumis à un diktat, soumis à un président dictatorial. Et ce président est farouchement opposé aux États-Unis d'Amérique. C'est donc pour cette raison qu'Amanda Waller décide d'y envoyer son équipe, sa Task Force X. C'est toujours dur à dire, tu sais, Task Force X, voilà, faut faire attention.
pour faire tomber ce nouveau régime. Déjà d'une, et puis de deux, il y a une autre raison que je peux pas vraiment vous révéler parce que là on rentrerait dans le spoiler. Mais en très gros, il y a tout un projet scientifique foireux, top secret, qu'il va falloir démanteler. Voilà, je peux pas vraiment en dire plus. Alors, le cahier et le stylo. Ah, ça vous avait manqué. Moi aussi. Alors, est-ce que je commence par les points positifs ou les points négatifs? Et bien, on va commencer par les points négatifs, les petits gars. Et oui, j'ai apprécié le film. Et oui, voilà, je le dis. Alors déjà, le film s'ouvre sur Folsom Prison Blues, qui est une de mes chansons préférées de Johnny Cash, qui est un de mes chanteurs préférés. Donc forcément, un film qui s'ouvre sur Folsom Prison Blues, ça peut être qu'un bon film. Alors là, je vous taquine, évidemment, je déconne. D'ailleurs, c'est un point négatif que j'ai relevé pour ce film. Il y a une surutilisation de la bande FM. Quand je dis bande FM, c'est des groupes, c'est des chanteurs qui ne sont absolument pas liés au film de base, hein, et qu'on rajoute comme ça au sein des films. Alors il y en a qui savent le faire comme James Gunn, il y en a qui savent pas le faire comme David Ayer. Enfin bref. Je vais essayer de ne pas parler du premier Suicide Squad. On va vraiment se pencher uniquement sur celui de James Gunn aujourd'hui. Parce que c'est le but de cette vidéo. Mais voilà, moi, quoi qu'il arrive, que ce soit bien fait ou mal fait, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle. Moi, vous savez que je voue un culte aux compositeurs de films. Pour moi, c'est un art de composer un thème qui corresponde à un lieu, qui corresponde à un méchant, un personnage, peu importe, à une situation. Et de ce fait, quand on rajoute comme ça, avec excès, des musiques, des chansons de groupe ou de chanteurs, punk rock, du rap, peu importe les styles, peu importe les genres, eh bien ça écrase le travail du compositeur, et force est de constater que le travail du compositeur sur ce film, d'ailleurs, quel est-il ce compositeur? Ah, j'ai acheté le... Si, c'est bon. J'allais dire, j'ai acheté le steelbook et du coup je pourrais pas voir derrière, mais si... John Murphy. John Murphy, compositeur de 28 jours plus tard, hein, l'excellent thème de 28 jours plus tard, compositeur de Sunshine, compositeur de la musique... D'ailleurs c'est marrant parce que John Murphy c'est le compositeur du Adagio en dé mineur, là vous savez, qu'on entend dans Sunshine, qu'on entend dans la première saison de The Walking Dead, qui a été repris par Hans Zimmer dans Wonder Woman 84. John Murphy c'est également le compositeur du remake de La Dernière Maison sur la Gauche. La bande son est excellente, le film est mauvais, mais en tout cas la bande son est vraiment géniale. Donc c'est un très grand compositeur, et là je viens de me... Voilà, John Murphy, d'accord, putain, rien que ça, quoi. Et oui, il y a des thèmes qui sont géniaux dans ce film, notamment le thème lors... Alors, je vais spoiler, attention, spoiler plein pot, hein, les petits gars, hein, vous êtes prévenus. Lors de la mort de Starro, lorsque Starro est enfin mis à terre, il y a un thème qui retentit, le thème de la victoire, c'est l'envolée héroïque de fin de film, qui est absolument magnifique. Tout ce passage où Harley Quinn est propulsée dans l'œil de Starro et puis que les rats dévorent les nerfs optiques et tout le bordel là. Enfin bref, il y a une musique à ce moment-là qui est absolument phénoménale, vraiment magnifique, qui m'a presque tiré les larmes aux yeux. Mais voilà, l'OST, malgré ce thème épique, est assez absente parce qu'elle est écrasée par l'utilisation de la bande FM, comme j'aime à l'expliquer. Voilà pour ce qui est le premier point négatif, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous rappelle que c'est un avis qui n'engage que moi. Il y a un côté loufoque qui est parfois excessif et pas totalement justifié. Alors je veux bien qu'il y ait un petit peu de grotesque, un petit peu de loufoque, parce que c'est la Suicide Squad, c'est jamais complètement sérieux. Ce sont des anti-héros, voire même des super vilains pour la plupart d'entre eux, hein. Et du coup il y a un côté toujours parce qu'il y a Harley Quinn, parce qu'il y a des personnages qui le portent sur eux, ce côté humoristique, et du coup il y a vraiment voilà ce côté loufoque qui ressort, et par moments je trouve à l'excès, c'est mal dosé. Tu vois là, j'ai relevé des détails qui m'ont un petit peu dérangé. Ratcatcher, donc la jeune fille, qui porte des lunettes de soleil en forme d'étoile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les lunettes de soleil que tu achètes à ta gamine de 6 ans lors d'un week-end à Disneyland, en fait. Elle doit avoir entre 20 et 25 ans, à quel moment elle porte ce genre de lunettes. Tu vois, c'est vraiment pour le côté fun et débile du truc qu'ils ont rajouté ça. Le t-shirt de Rick Flag, qui est un personnage extrêmement sérieux dans le run de John Ostrander, dont s'inspire le film, hein, je le rappelle. Rick Flag, alors ils ont gardé le code couleur jaune et noir.
de l'attirail, pourquoi pas. Par contre, à quel moment un t-shirt Bugs Bunny en fait? Enfin, c'est pas Bugs Bunny, c'est un ersatz, mais il y a un lapin comique en fait. Il y a un lapin hilarant en fait sur le t-shirt. Et moi ça m'emmerde parce que c'est Rick Flag. Et une fois de plus, c'est pour le côté un peu, voilà, c'est un personnage sérieux, mon délire quoi, lol quoi. Bah non, en fait, lol pas du tout en fait, ça me fait chier. Je veux bien que tu fasses de l'humour, de par le comique de situation, de par les dialogues, mais évite de le faire à outrance, jusque sur les vêtements des personnages quoi. Il y a des répliques qui sont de trop, tu vois, il y en a une qui me vient tout de suite là à l'esprit, c'est lorsque Harley Quinn regarde la pluie tomber et s'exclame « Ah, c'est comme si les anges nous jetaient dessus !» Ça c'est de trop, voilà. Ça fait parler, c'est nul. On aurait pu s'en passer. Donc je veux bien que ce soit loufoque, grotesque, comique, mais il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Alors, j'ai relevé ça comme étant un point négatif, ce n'est pas vraiment un, puisque la scène est très bien filmée, c'est juste un petit hic que j'aimais. Concernant la séquence d'évasion de Harley Quinn, vous savez qu'elle est retenue prisonnière par l'armée, l'armée du Corto maltaise, par le général qui fait office de méchant dans ce film. Et en très gros, il y a un passage où elle arrive à s'échapper, toute seule. Elle bute une quarantaine de mecs, de soldats, en fait, et ça me dérange déjà d'une parce qu'elle est beaucoup trop cheatée par rapport à ce qui est censé être Harley Quinn. Voilà. En fait, Harley Quinn, j'ai remarqué un truc. Étant donné qu'on a tendance à vouloir surexposer ce personnage parce qu'elle fait vendre, lors de ces séquences d'affrontement, lors de ces séquences de combat, pour la rendre crédible, on est obligé de décrédibiliser ses adversaires. C'était le cas dans Birds of Prey, où on lui envoyait une armée de flics, mais les mecs attaquaient un par un, comme dans un vieux clip de Michael Jackson, tu sais. Enfin voilà, ça n'avait aucun putain de sens, c'était très mal chorégraphié pour le coup. Et là on fait à peu près la même chose, voilà, c'est-à-dire qu'on décrédibilise, je veux dire on a quand même une quarantaine de soldats qui se font déglinguer la tronche par une gonzesse qui est complètement folle. Les mecs sont pas organisés, enfin ils sont pris de court et tu vois que c'est des guignols en fait, voilà, donc ça me dérange vraiment ce côté cartoonesque jusque dans les personnages du film en fait. Voilà, ces soldats, justement. Donc le personnage est beaucoup trop cheaté. Et concernant cette séquence, qui est plutôt bien filmée pour le coup, mieux chorégraphiée que la séquence similaire dans Birds of Prey, hein, j'aurais préféré un plan séquence. Un seul plan, voilà, caméra dans le dos façon jeu vidéo et Harley Quinn qui dézingue les mecs. Tu vois, on aurait pu faire un truc sympathique là. Plutôt que de nous rajouter des paillettes et puis des fleurs à l'écran, puis des petits oiseaux là, ce que j'ai trouvé complètement stupide. J'aurais préféré éventuellement qu'on rajoute une barre de vie en haut à gauche, une liste de coups, c'est des combos, et en fait qu'on voit Harley Quinn dézinguer les mecs façon beat'em all, jeu vidéo, voilà. Parce qu'on est dans sa tête, donc c'est complètement perché, on peut tout se permettre quand on est dans la tête d'Harley Quinn. Donc on aurait pu s'imaginer ce genre d'interface là, et tout ça en plan séquence, ça aurait été beaucoup plus original je trouve, que la scène telle qu'elle est dans le film. Bref. Donc ça, la scène en elle-même reste sympa à regarder, hein, c'est juste que c'est un petit bémol que j'aimais, mais c'est personnel. Par contre Harley est cheaté et ça m'emmène. Le requin, le King Shark, je peux pas. C'est un personnage, dès les premières bandes annonces, je savais que ça allait pas matcher avec moi parce que c'est full numérique et ça ne marche pas. Le full numérique ne marche pas sur moi. C'est d'ailleurs un des défauts que j'ai trouvé dans ce film. C'est les effets numériques sont pas tout le temps réussis. Il y en a oui, il y en a d'autres beaucoup moins. Starro est dégueulasse parce qu'en fait, c'est pas la manière dont il est animé qui rend le personnage de Starro, si on peut appeler ça un personnage dégueulasse. C'est plutôt les couleurs. Très fidèle à l'esprit des années 60, hein, voilà, date d'apparition de Starro contre la Justice League dans Brave and the Bold, on était en 1960, 61, 62, quelque chose comme ça. Donc les codes couleurs de l'époque, voilà, c'était des couleurs très criardes, explosives. Et là on a voulu garder ça dans le film. Le film est très très coloré, c'est assez joli, c'est pas désagréable, mais pour moi c'est concernant Starro, trop coloré et du coup tu vois tous les défauts. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Le King Shark, je l'ai trouvé pour le coup très mal fait. Vraiment, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce que visuellement dégueulasse. J'y crois pas. C'est un personnage auquel je ne peux pas croire parce que visuellement ça fonctionne pas sur moi. Et puis tu vois, par exemple, je parle d'utilisation d'effets spéciaux, enfin d'effets numériques à outrance. Sur la scène de fin, lorsque la charmante Ratcatcher, je reviendrai sur ce personnage plus tard, fait déferler une armée de rats dans les rues de la ville en question au Corto Maltese. T'as des rats qui arrivent par millions, dizaines de millions, là, je veux dire, c'est un déluge, quoi, de rats qui déferlent dans les rues, et à ce moment-là, évidemment, tous les rats sont numérisés, ok ? Je veux bien.
Sur des plans comme ça, on est obligé. Par contre, j'aurais voulu un plan un peu plus serré, où on aurait utilisé une centaine ou peut-être même 200 rats, tu sais, mais des vrais rats. Voilà, on aurait fait un plan sur eux qui courent. Ça aurait pu être utilisé et ajouté au film pour rajouter un peu de sérieux, un peu de crédibilité, quoi. Un peu de réalisme, en fait. Mais ils l'ont pas fait, non, c'est que des rats full numériques du début à la fin. Et puis, de sa propre bouche, James Gunn avouait vouloir rendre hommage à ce qu'a fait John Ostrander sur la Suicide Squad dans les années 80. Alors oui, de par le ton qu'il a donné à son film, on est en plein dedans, même si ça restait un poil plus sérieux quand même. Le film a tendance à être beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus délirant en fait que ce qu'on peut lire dans la Suicide Squad d'Ostrander, bien qu'il y a toujours ce côté humoristique, évidemment c'est la Suicide Squad, mais c'est pas à outrance comme ça peut l'être dans le film. Quoi qu'il arrive, mais au niveau du ton, on s'en rapproche très près. On s'en rapproche, voilà, ferme ta gueule. Continue, avance, pédale. T'occupe pas de la marque du vélo et pédale, comme disait mon ancien chef. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, James Gunn voulant rendre hommage à la Suicide Squad de John Ostrander, oui, mais alors pourquoi ne pas utiliser les personnages originaux? Voilà. Captain Boomerang, ici, qui est expédié malheureusement. Harley Quinn, à la base, n'est pas présente là-dedans, puisque Harley Quinn a été créée en 93, je crois. Et là, on est sur le tout début des années 90. Le personnage n'était pas encore créé, donc forcément, n'était pas dans la Suicide Squad, ce qui d'ailleurs était entièrement logique. Je vais revenir là-dessus aussi. Bref, utilise les personnages de la Suicide Squad originale, Deadshot. Alors, Deadshot, je peux comprendre qu'on n'ait pas voulu rappeler Will Smith, c'est toujours compliqué de travailler avec Will Smith apparemment, trop de sous en jeu, etc., etc. Donc à la limite, on l'a remplacé par Bloodsport, je peux comprendre le délire. Ok. Par contre, Captain Boomerang, normalement c'est quand même un personnage phare, donc ça m'emmerde parce qu'en fait ça reviendrait à supprimer Green Lantern de la Justice League. Merde, je crois que j'ai dit une connerie là. Mais voilà, tu vois, c'est la Suicide Squad sans Captain Boomerang, pour moi, c'est une Justice League sans Green Lantern. Bon, je vais arrêter avec cette vanne. Ça n'empêche pas que le film est bon, dans les deux cas. Voilà, Bronze Tiger, où est-il? Vixen, où est-elle? Enfin voilà, il y avait d'autres personnages à faire intervenir dans ce film. Après, et là on va passer sur les points positifs, je ne peux pas enlever à James Gunn son culot, quand même. Je ne peux d'ailleurs que l'applaudir parce qu'il a quand même été chercher, il est quand même allé chercher plutôt, c'est plus français on va dire, il est quand même allé chercher des personnages comme Ratcatcher, qu'il a remanié pour le coup, et Bloodsport pour les intégrer dans sa team, donc chapeau bas quand même, c'était pas donné à tout le monde d'aller chercher des personnages de seconde zone comme ça. Bloodsport, moi personnellement je le connais depuis le run de John Byrne sur Superman, Man of Steel, et Bloodsport nous était dépeint comme étant un personnage complètement fou, vraiment, le mec avait basculé dans une folie vengeresse et destructrice, incontrôlable, à la suite d'un traumatisme lié à la guerre du Vietnam. Le mec était complètement... C'était devenu un psychopathe sanguinaire, en fait. Donc là, pour le film, ils l'ont un peu assagi et ils en ont fait leur nouveau Deadshot. Je peux comprendre le truc, ok. Mais voilà, c'est un petit peu le regret que j'ai, c'est pas avoir des personnages emblématiques comme Captain Boomerang, comme Bronze Tiger, comme Vixen au sein de cette équipe. Bref. Cela dit, concernant les personnages, on s'en sort très très bien. Alors d'ailleurs, on passe sur les points positifs. Qu'est-ce que ça me fait chier au montage de faire les trucs là. Oh putain, c'est pas dur à faire, mais c'est chiant, ça prend du temps quand même. Alors, concernant les personnages, on va commencer par ceux-là. Eh ben, je les trouve très bons dans l'ensemble. Ils ont tous quelque chose à dire. Ils sont pas tous très très développés dans le sens où on connaît pas tous leur background ou leurs origin story, mais finalement on s'en fout parce qu'en fait la façon qu'ils ont d'interagir avec l'environnement ou même entre eux, eh bien les crédibilise complètement. Donc au final il n'y a pas besoin d'aller rechercher dans leurs origines ou dans leur passé pour nous les rendre attachants. Et puis quand c'est fait, c'est très bien fait. Là, petite pensée pour le Ratcatcher. Alors je suis tombé littéralement amoureux, non pas du personnage, mais surtout de l'actrice. Ah, j'ai un faible pour les Portugaises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est magnifique cette jeune femme là. Enfin bref. Ah, c'est tout à fait mon style. Enfin bref.
Ratcatcher, j'ai trouvé ce personnage très attachant. Au début, je trouvais que l'actrice jouait mal, et puis arrivé au milieu du film, j'ai changé d'avis, parce qu'au final, elle a réussi à me toucher, notamment lors de cette fameuse séquence où elle raconte aux autres membres du groupe son passif, son passé dans les rues de Lisbonne, avec son père mourant. J'ai trouvé ça très touchant, et puis il y a plusieurs plans comme ça, où elle a les larmes qui ruissellent le long de ses joues, et où je la trouve vraiment crédible. Donc voilà, je trouve que tous les acteurs sont très justes dans ce qu'ils font. Pareil pour John Cena. John Cena, je l'attendais au tournant parce que moi j'étais passionné de catch entre 2008 et 2012. Et c'était vraiment en tant que personnage. Hein. Je parle pas en tant qu'humain, évidemment, en tant que personnage, je le trouvais absolument craignos. Je trouvais que c'était un personnage qui était mal écrit, John Cena, qu'il jouait extrêmement mal également au sein de la WWE, quoi. Personnage ultra cliché, ultra lisse. Et il a fait des films dans ce sens-là. Il a fait un film Marine, là, où il joue un marine en quête de vengeance. Enfin, il a toujours eu des rôles très très stéréotypés et très très lisses en fait au cinéma. Et là, le rôle de Peacemaker, Peacemaker c'est un mec qui a un peu un grain quand même, qui a un petit peu un pet au casque, hein, c'est le cas de le dire. Et bien là, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Et c'était pas donné à tout le monde, c'était pas un rôle facile parce que Peacemaker c'est un personnage qui est quand même cynique. Et ça, il faut le tenir. Et je trouve que John Cena s'en sort très très bien, notamment sur ce fameux affrontement final contre Bloodsport. D'ailleurs, magnifique plan, hein, où Bloodsport est face à Peacemaker. Voilà, ça fait penser à un western, tu sais, le duel final, là, c'est magnifique. Très très bien filmé. Hein. Et vraiment, à ce moment-là, je trouve John Cena très convaincant dans son personnage, dans son rôle. Donc, chapeau bas, tout le monde est très bon, franchement, dans le film. Petite préférence pour Viola Davis, parce que c'est Amanda Waller. Amanda Waller, depuis que j'ai lu ça, les petits gars... En fait, c'est devenu, j'ai envie de te dire, mon top 2 des méchants d'ici. Alors, c'est pas vraiment un méchant, Amanda Waller, mais c'est pas non plus totalement un gentil. Si on devait le ranger dans une case, elle pencherait plus du côté des bad guys. Bad girl. Tu vois, en fait, si tu veux, mon top 3, c'est Lex Luthor, Amanda Waller, et en 3, le Riddler. J'adore Amanda Waller. C'est vraiment un personnage qui a énormément de choses à dire. Et en fait, elle est black, c'est une femme et elle est grosse. C'est-à-dire qu'en fait, elle coche toutes les cases woke, mais elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour faire de la représentation féministe à deux balles, pour cocher les cases de la bien-pensance et de l'idéologie dominante. En fait, si tu veux, elle est là pour... parce qu'en fait, elle a un truc à dire, elle a un vrai passif, elle a un vrai charisme, et voilà, elle a une paire de balls, en fait. Tu vois, et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Je parlais de cynisme, alors là, on est en plein dedans. Et le personnage d'Amanda Waller est vraiment passionnant. Je le connaissais pas mal puisque c'est un personnage qui est très très présent dans les animés d'ici, je trouve. Enfin, c'est un personnage qui est assez présent. Et puis là-dedans, elle est ultra charismatique. Et quand tu lis ça, je veux dire, tu ne peux que la kiffer, quoi. Et j'avais déjà adoré son interprétation à Viola Davis dans le premier Suicide Squad. C'était d'ailleurs pour moi un des seuls bons points du premier Suicide Squad. Et dans celui-là, ben voilà, elle répond présente. Elle est très très juste dans son rôle. Elle incarne parfaitement Amanda Waller. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai regardé vous savez, le bêtisier de tournage là. C'est les bonus du DVD, enfin du Blu-ray. Et lorsque les autres acteurs se plantent dans leurs répliques ou explosent de rire en plein milieu d'une scène, elle reste sérieuse du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle attend que les mecs se reprennent, qu'on recommence la scène, mais elle, du début à la fin, en fait, elle ne s'esclave pas, elle ne rigole pas, elle ne démontre même pas un semblant de rictus. C'est-à-dire qu'en fait, elle reste de marbre du début à la fin, figée dans son rôle. C'est là que tu vois les grands acteurs, pour le coup les grandes actrices. Donc moi j'adore Amanda Waller et merci Viola Davis de l'avoir incarnée. À défaut d'avoir un bon Lex Luthor dans cet univers, on a une vraie Amanda Waller et ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir. Je pense que j'ai fait le tour concernant les personnages. Harley Quinn, je l'attendais au tournant parce que vous savez que c'est pas un personnage que je porte vraiment dans mon cœur. Là on n'en fait pas des caisses avec elle, donc tant mieux. Margot Robbie, elle est très bonne en Harley Quinn. Moi, j'ai pas de problème avec Margot Robbie, j'ai un problème avec son personnage. Avec quelle que soit l'écriture, en fait, j'ai toujours un problème avec Harley Quinn, vous le savez. Là, force est de constater que c'est pas un personnage très très important. Mais moi, ce que j'ai adoré concernant Harley Quinn dans ce film, adoré et Harley Quinn dans la même phrase sur Os Comics, c'est la première fois que vous entendrez ça, les petits gars, et peut-être la dernière. Ce que j'ai adoré concernant Harley Quinn, c'est son explication dans la team. Parce qu'en fait, je l'ai toujours dit. Harley Quinn, je ne comprends pas à quel moment
la Task Force X compte sur un membre comme Harley Quinn en fait. À quel moment Amanda Waller se dit il faut que j'aille dans un pays hostile aux États-Unis, par exemple la Russie, pour une mission top secrète de la plus haute importance. Vraiment, je veux dire, l'enjeu, le destin des États-Unis repose sur cette mission, sur le bon déroulement de cette mission. À quel moment elle envoie Harley Quinn, qui est une meuf complètement déphasée, complètement folle? À quel moment t'envoies Harley Quinn dans une mission top secret d'importance gouvernementale, en fait? Voilà. C'est pour ça qu'Harley Quinn dans la Suicide Squad, je trouve que c'est une connerie. Sauf que, là, James Gunn, et bravo à lui, il a inventé, il a justifié en tout cas la présence d'Harley Quinn au sein de la Suicide Squad. Et comment il l'a fait? Eh bien à la base, au début du film, il y a une première équipe qui est formée, qui est envoyée au massacre, au suicide, hein, c'est le cas de le dire, pour en très gros faire office de diversion. Putain, je cherchais le mot. Pour faire office de diversion. C'est-à-dire qu'Amanda Waller, elle envoie de plein gré des membres de son escouade au massacre, afin de permettre à une autre escouade composée, elle, pour le coup, de membres d'élite, Bloodsport et Peacemaker, entre autres, de pouvoir s'infiltrer au Corto Maltese. Donc en fait, elle envoie les guignols mourir pour que les autres, pour que les vrais, puissent s'infiltrer de l'autre côté. Et dans les guignols, il y a Harley Quinn, tu vois. Là, ça devient logique qu'on envoie Harley Quinn au massacre. Bravo James Gunn. Et de ce fait, elle se retrouve impliquée parce qu'elle survit au massacre, et donc de ce fait, elle se retrouve impliquée dans les événements du film, donc forcément, elle arrive dans la Suicide Squad. Mais au moins, je veux dire, ça coule de source, c'est logique. Voilà. Je comprends pourquoi elle fait partie de la team. Merci d'avoir inventé une explication crédible. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Je pense qu'au niveau des personnages, on a fait le tour. King Shark, j'avais peur de ce personnage parce que déjà visuellement, comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas sur moi. Je le trouve très mal fait. Mais au moins, pareil, on n'en fait pas des caisses avec lui. Tu sais, les personnages comme ça, un peu animaux, là, c'est le cas avec la belette, la Weasel. J'en avais peur de ces personnages parce qu'entre égaux, je me suis dit, il va nous faire des Rocket Raccoon, c'est ça le nom? Raccoon City. Il va nous faire des Rocket Raccoon là avec King Shark et avec Weasel. Ça va être des personnages humoristiques, animaux, attachants et attachants. Voilà, les comic relief de n'importe quelle situation, ultra relou en fait. Et j'en avais peur, j'allais dire ça c'est des personnages qui vont me sortir par les yeux. Alors, King Shark il parle quasiment pas, donc ça c'est réglé. Et puis Weasel, en fait il l'exécute dès les 10 premières minutes du film. Ça c'est génial. D'ailleurs, je pense qu'en fait, il s'est fait un auto-clin d'œil, en fait, James Gunn. En très gros, il a pris tout le monde à contre-pied avec le personnage de Belette en disant voilà, vous avez eu Rocket Raccoon, mais je vais pas me reposer sur mes lauriers, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que je vais pas refaire une Rocket Raccoon numéro 2. Elle va crever. Voilà. Ça, c'est génial. Très, très bien. J'ai rien à redire. Parce que j'allais le tacler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a une vraie alchimie entre les personnages, ça fonctionne très très bien. Tu vois, il y a une scène moi qui m'a marqué dans ce sens-là, c'est lorsqu'ils vont au bar pour rencontrer un indique, hein, voilà je résume le truc, et au final qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par se commander une bière, une deuxième bière, une troisième bière, finalement c'est des caissons de bière que les mecs ils s'envoient, et puis au final ils sont tous bourrés. Ça j'ai trouvé ça génial, mais ça c'est typique, et là ça me fait arriver sur un autre point. Pourquoi j'ai adoré ce film? C'est parce qu'en fait toute l'essence de la Suicide Squad d'Ostrander, James Gunn il l'a compris. Il l'a compris au travers de ce genre de scène, lorsque les mecs finissent bourrés alors qu'à la base c'était pas le but de la manœuvre. Et il y a une autre scène qui va entièrement dans ce sens et qui m'a fait pouffer de rire, vraiment. Et c'est rare que je m'esclaffe sur un film américain. C'est très rare qu'un film américain parvienne à me faire rire, là c'était le cas. Donc bravo James Gunn. Vous savez, lorsque Peacemaker et Bloodsport infiltrent un camp dans la jungle, là, étant persuadés qu'ils détiennent prisonniers Rick Flag, leur compère, et donc ils butent tous les gardes un par un. Là, bam, 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 bam. Putain, la séquence, elle est très bien filmée d'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. En plus, concours de grosses bites entre Bloodsport et Peacemaker au même moment. Donc c'est hilarant, c'est très très bien fait. J'adore cet humour, c'est muet. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de répliques à la con, pas trop de répliques craignos ou lourdingues ou beauf, mais tout se fait par des expressions faciales ou le comique de situation. Et j'ai trouvé cette séquence de désengage de mecs là dans la jungle, génial. Et puis à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, les mecs qui viennent de tuer, ils étaient de leur côté, c'était des bons gars en fait. Et ça, c'était hilarant. J'ai adoré ce petit retournement de situation.
Et cet humour-là, c'est typiquement ce que vous allez retrouver dans les archives de la Suicide Squad. Si vous avez aimé cette séquence, alors lisez les archives de la Suicide Squad parce que ce genre de situation grotesque, ubuesque, eh bien, le run d'Ostrander en regorge. Tu vois, ça m'a rappelé lorsque la Suicide Squad d'Ostrander est dépêchée en Russie, hein, alors que États-Unis-Russie, forcément, c'est conflictuel. Et donc, la Task Force X est dépêchée en Russie afin d'aller y délivrer une otage et de la ramener, de l'extrader, de l'expatrier, enfin de l'extrader, ça se dit. Enfin, de la ramener aux États-Unis. Et en fait, ils se rendent compte une fois sur place, après moult péripéties, parce que vous imaginez bien qu'infiltrer la Russie, c'est compliqué quand on est américain. Après moult péripéties, moult dangers, ils parviennent à libérer l'otage, mais ils se rendent compte que c'est pas une otage et qu'en plus de ça, elle a pas envie de partir. Donc tu vois, ça c'est typique, ce genre d'humour vraiment dont je raffole et qui est très présent dans le run d'Ostrander et que j'ai retrouvé dans ce film. Alors, il y a plein d'hommages à John Ostrander, il y a Jotunheim aussi. Jotunheim, c'est cette grande tour là qui sert de QG pour les expériences concernant Starro. Et bien Jotunheim, vous la retrouvez également dans le run de John Ostrander. La localisation a changé parce que chez Ostrander c'est au Moyen-Orient, dans le film c'est au Corto Maltese, mais au moins il y a un clin d'œil qui est fait. Moi j'aime bien quand il y a des clins d'œil à la BD comme ça, au produit original. Donc ça c'est très cool. Le fait que Amanda Waller briefe ses mecs dans une salle ciné, tu sais, pareil, ça c'est typique Ostrander, donc ça c'est cool parce que c'est repris là-dedans. Donc il y a plein de clins d'œil à ce que j'ai aimé moi personnellement chez Ostrander qu'on retrouve dans le film, donc forcément je ne pouvais qu'apprécier ce film. Les personnages qui meurent à tour de bras sans demander leur reste. Voilà, ça c'est pareil, typique de ce que vous pouvez trouver chez Ostrander. D'ailleurs Ostrander le disait lui-même, hein. Ce que j'ai adoré lorsque j'ai pris en main la Suicide Squad, c'est d'avoir une pléiade de personnages secondaires dont tout le monde se foutait, que je pouvais faire grandir, que je pouvais faire briller pour les éliminer de pages plus loin en fait. Il disait parce qu'en fait tout le monde s'en foutait de ces personnages. Et il s'est éclaté au Strander et James Gunn s'éclate également dans ce film parce qu'il en fait crever par dizaines des personnages aux premiers abords importants. Et il s'en amuse et il en joue et ça c'est excellent. D'ailleurs en parlant de ça, le premier plan du film nous montre, comment il s'appelle ? Savant. Je le connais pas, Savant. Cette espèce de vieillard là qui balance des boules en caoutchouc sur les murs de sa prison. Ok ? Premier plan, on reste avec lui bien 10 minutes. Donc tu te dis, oh lui ça va être un personnage relativement important dans l'histoire. Eh ben non, contre-pied, il crève 10 minutes après. Impeccable. J'adore quand on me prend à contre-pied comme ça, quand on me surprend. Et ce film regorge de surprises. Donc en termes de scénario, il y a beaucoup de petits rebondissements, beaucoup de surprises, beaucoup de contre-pieds. On se repose jamais sur nos lauriers, quoi. Au niveau de la réal, c'est un sans faute, hein, mis à part peut-être le fameux plan d'évasion, enfin la fameuse séquence d'évasion d'Harley Quinn que j'aurais préféré en plan séquence façon jeu vidéo. Hormis ça, c'est très bien filmé comme j'expliquais. Tout le film est bien filmé dans son ensemble. Il y a des plans très très beaux. Il y a un plan qui me vient en tête, c'est lorsqu'on parlait de Savante là, lorsqu'en fait un oiseau vient se poser sur son cadavre qui est en train de dériver au fil de l'eau. On est en plein coucher de soleil, c'est magnifique, le plan est sublime. Et l'oiseau picore l'œil de Savante en réponse à ce que faisait subir Savante aux oiseaux dans sa cellule de prison. C'est une petite réponse comme ça, c'était cool. Il y a des plans très beaux. Toute la séquence sous la pluie également est magnifique, vraiment. Tu peux presque voir chaque gouttelette tomber les unes les autres. C'est très très joli, vraiment bien filmé. Même au niveau de l'éclairage, il y a vraiment quelque chose qui est marquant. Donc il y a de très très beaux plans et de très bonnes astuces de narration. Les marqueurs temporels qui sont indiqués à l'écran par l'utilisation de l'environnement. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont sur la plage, tu as des bouts de bois. C'est comme quand les naufragés écrivent SOS sur la plage pour qu'on les voit depuis les avions. Et ben là, tu as marqué Now, voilà, pour t'expliquer qu'après le flashback, on reprend les événements actuels. Et en fait, voilà, tous les marqueurs temporels comme ça sont indiqués à l'écran grâce aux éléments de l'environnement. Les indicateurs de lieu également, pas seulement temporels, mais à la fin, Jotunheim, voilà, pour t'expliquer qu'on arrive à Jotunheim, et ben on se contente pas de faire un vieux sous-titre tout pourri, on utilise des cheminées, des espèces de décombres que tu as sur les toits d'un bâtiment en ruine, délabré, et avec ces cheminées, avec ces antennes, et bien on forme le mot Jotunheim. J'ai trouvé ça très très joli, et voilà, il y a plein d'idées comme ça, plein d'astuces pour la narration et puis pour la mise en scène qui sont très cool. Qu'est-ce que je peux dire de plus
En parlant des petites idées de narration qui sont très très cool, la jeune fille que j'aime énormément, Ratcatcher, magnifique. Je suis amoureux de cette gonzesse. Ah, franchement, physiquement, c'est tout à fait mon style. Enfin bref, arrête de parler de ça, bordel. Euh, Lorsqu'elle est dans le bus et qu'elle raconte son background à ses collègues, elle est adossée à la vitre, comme tu sais, quand tu as 3 heures de route et puis que tu conduis pas, bah, tu es adossé à la vitre, puis tu regardes le paysage et puis tu penses à des trucs. Ouais, voilà. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Et en fait, tu vois tout ce qu'elle raconte, c'est-à-dire son background, son origin story, en fait, tu la devines grâce aux reflets qui se forment dans la vitre, en fait. Voilà. C'est génial. En fait, c'est une projection de sa pensée. Elle est en train de regarder le paysage qui défile sous ses yeux, pensive. Elle raconte son passé douloureux à ses camarades. Et puis, bah, toi, tu le vois par la vitre. Je trouvais ça génial. Voilà, il y a plein d'idées comme ça qui m'ont marqué pour ce qui est de la narration. Une narration visuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Je parlais des plans très jolis. Je parlais d'une fille très jolie, Ratcatcher. L'un des derniers plans où on la voit en action, brandissant son espèce de petit sceptre qui lui permet d'invoquer les rats, elle est en larmes parce qu'elle repense à son père et elle est en train de tuer Starro, elle est en train de devenir l'héroïne du film. Et là, il y a un plan en ralenti d'elle où elle est en larmes et ce plan est juste à se damner, je l'ai trouvé magnifique. Il y a plein de scènes coupées également, malheureusement, que vous ne verrez pas dans le film, que j'ai pu voir grâce au bonus du Blu-ray, où tu la vois dans une ruelle invoquer des rats et t'as plein de rats qui déferlent de partout vers elle. Le plan est iconique as fuck concernant ce personnage. Il y a une vraie iconisation de ce personnage. D'ailleurs, je trouve que les personnages sont plutôt bien iconisés dans ce film. On n'en fait pas des caisses, mais on le fait quand même. Très important pour moi, vous le savez. D'ailleurs, il y a des scènes coupées qui sont très sympas. Hein. Je vous invite lorsqu'elles sortiront sur YouTube, à mon avis c'est déjà le cas, je vous invite à vous pencher sur les scènes coupées. Il reste 4 minutes, il faut que je me dépêche. Du film The Suicide Squad. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, les petits gars. Bon, on va passer à la conclusion. Bah, comme vous avez pu le constater, j'ai plus qu'apprécié ce film. J'ai vraiment passé un super moment. Après, je sais pas si je le reverrai de sitôt. Je pense que c'est un film one shot. Parce que justement, il y a plein de surprises au niveau du scénario et plein de petits rebondissements qui font que je pense pas que tu l'apprécies vraiment une deuxième fois. Mais par contre, pour ce qui est du premier visionnage, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, je me suis régalé, je me suis marré. C'est très rare que je me marre sur un film américain. Donc j'ai conclu un film bien barré, qui ne se refuse rien, qui d'ailleurs parfois se montre relativement... ose beaucoup de choses en fait. Il y a un plan où tu vois un gamin qui est pendu. Un gamin qui doit avoir 6-8 ans, il est pendu. Alors certes, il a un drap sur le visage, donc tu vois pas tout. Mais le simple fait de voir ce petit être pendant dans le vide, avec la corde au cou, je trouve que c'est le genre de scène forte dont ont besoin les films. Pour moi, un vrai film, il a besoin de raconter quelque chose, il a besoin de passer à certains moments par ce genre de scène choc, histoire de te remuer un petit peu dans ton confort et dans tes tripes. Et là, il le fait, donc c'est un film qui ose des choses, donc je trouve ça très cool. Tu vois, ça me choquera toujours plus que de la tripaille à outrance ou des décapitations en veux-tu, en voilà, ou des litres et des litres de sang qui s'écoulent à l'écran. Ce film en regorge. Ce film est extrêmement violent, parfois à l'excès, parfois à l'outrance. C'est pas totalement justifié. Il y a ce côté un petit peu délire, teenager, machin et tout, que tu peux retrouver dans la Suicide Squad moderne en ce qui concerne les lectures. Je suis pas très très client de ça, mais j'ai l'habitude, ça ne me choque pas parce que j'ai l'habitude avec les animés d'ici. C'est un petit reproche que je fais au film, hein, mais voilà. Moi, ce qui me choque plus, c'est vraiment de voir un gamin pendu plutôt que de voir un mec se faire couper la tête en deux. Quoi. Bref, excès de violence parfois pas tout à fait justifié, mais ça reste un excellent divertissement, un très très bon hommage au run de Strander, qui est un excellent travail sur la Suicide Squad, sans en faire un copier-coller, puisque comme j'expliquais, James Gunn prend des risques. Voilà. Avec de nouveaux personnages. 2 minutes, il faut que je me dépêche. C'est stressant. Avec de nouveaux personnages, voilà, Ratcatcher, Bloodsport, Ratcatcher, je t'aime, si tu m'entends, voilà, mais je suis quand même pris et voilà, et je suis fidèle. Donc calme-toi quand même. Bref, qu'est-ce que je peux dire ? Ben, je mets un 14/20, bim, voilà, parce que c'est un très bon film, vous allez passer un super moment, en tout cas moi, je me suis régalé du début à la fin, 14/20, pas plus, parce que c'est pas non plus l'extase totale, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est vrai que c'est très surprenant, et
J'aurais mis plus s'il n'y avait pas eu tous ces petits défauts là au niveau visuel pour King Shark, au niveau de l'OST, voilà, le film aurait pu avoir une meilleure note, mais il y a des choses qui me sont chères et qui pour le coup sont des points négatifs, à savoir l'OST, à savoir les effets numériques à outrance. Bref, quoi qu'il arrive, je me dépêche, faut que j'aille vite. Voilà, 14 sur 20, j'ai adoré The Suicide Squad de James Gunn. Ciao les zingues, à très bientôt.